De la présidence à la prison, c'est fort possible. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, même s'il n'est pas actuellement en prison, il a au moins un bracelet. Et on a d'ailleurs aussi vu beaucoup d'anciens chefs d'État qui ont été jetés en prison. De la prison à la présidence, on a bien vu Nelson Mandela qui a connu toutes sortes de vicissitudes, d'humiliations, mais qui finalement est allé au podium pour finir au Panthéon. C'est aussi ça, la valeur de la démocratie, parce qu'elle vous permet de pouvoir briguer la magistrature suprême grâce au peuple. Mais aussi, ce peuple peut vous vomir. Et par la suite, vous retrouvez dans un trou de souris. Seuls les empires ou les empereurs peuvent prétendre rester éternellement, mais comme rien n'est éternel, même le Fils de Dieu a eu un temps de vie qui s'est arrêté à 33 ans et fut crucifié. Ceci devrait amener les êtres humains à beaucoup d'humilité, à savoir que les palais qu'ils occupent ne sont que des maisons de location, où un locataire a un temps et s'en va. Tout comme d'ailleurs la terre. La terre nous appartient tous. Nous sommes au-dessus, nous y habitons. Nous avons des titres fonciers, sauf que le vrai titre foncier, c'est toujours 2 mètres sous sol. Quand on est au sommet, on peut insulter, mépriser ses adversaires. On peut les taxer de tous les noms d'oiseaux, attribuer des sobriquets et surtout toutes sortes de railleries. On se dit alors qu'on est invincible. Et les autres applaudissent. Ils vous disent que vous êtes très fort. Mais même Nicolas Machiavel disait la force et la résistance des empires ne tient qu'à la satisfaction des esclaves. Quand un peuple refuse donc d'être esclave, il s'affranchit. Il peut renverser n'importe qui. Le peuple, comme des fourmis maniants, est souverain. Parce qu'unis, les fourmis maniants peuvent attaquer un éléphant, font peur au lion, peuvent même le tuer et le manger. Qui eût imaginé que ce garçon, apparemment timide, ne sortant pas d'une famille de la haute bourgeoisie, pouvait finalement être accueilli aujourd'hui comme un héros. Pourtant, il venait d'être zéro, avec des prisonniers privés de liberté. Mais le coup de destin, et parce qu'il y croyait, et parce que le peuple croyait en lui et à son ami, ce binôme n'a pas fléchi
Et il a pu compter sur ce peuple qu'il a propulsé au sommet de l'État dès le premier tour. Voici Bassirou Faye qui a donc récolté au Sénégal, au premier tour, victoire à plate couture ou alors haute volée, et le parti au pouvoir battu à plate couture parce qu'il a récolté 54,28%. Mais surtout, il faut savoir que c'est au moins 2 494 000 Sénégalais qui l'ont choisi. Les Sénégalais l'ont choisi et du coup, dans des baronnies où un seul homme survit, on commence à dire, oui, on peut battre le parti au pouvoir lorsque le peuple est en rang et lorsque le peuple connaît justement que c'est lui qui décide de son destin et choisit ceux qui doivent le conduire. Le peuple sénégalais, s'il a d'abord réussi ça, c'est par rapport à la participation. Plus de 60% de Sénégalais se sont rendus aux urnes, ceux qui étaient en âge de voter. Ils se sont donc mobilisés. Ils n'ont pas attendu que Jésus-Christ, qui est crucifié en cette période pascale, vienne les sauver. Ils se sont sauvés. Et puis, on regarde un certain nombre de choses par rapport à la maturité. Le peuple sénégalais, pourtant seulement 18 millions d'habitants, 7 300 000 sont inscrits justement dans les listes électorales. Au moment où le peuple sénégalais et surtout la Cour constitutionnelle confirme tous ces résultats et les taux de participation dans le continent, le 28 mars 2024, c'est Elekam qui vient aussi se bomber le torse, que mais attention, attention, nous avons fait un travail formidable. Nous avons inscrit plein de gens dans les listes électorales. Et Elekam dit, nous sommes en train d'atteindre notre objectif, à savoir passer de 7,3 millions d'inscrits à 7 millions et demi. Bravo, on applaudit. Et surtout, nous avons réussi un exploit incroyable. Nous avons réussi à faire inscrire 101 000 jeunes. Nous avons réussi à faire inscrire 90 000 femmes. Et nous avons réussi à inscrire aussi même les handicapés, 29. Tout ceci en 3 mois. Et on s'applaudit. Et ils disent que sur à peu près une population que le Cameroun compte 20 millions. Vous comprenez donc que même Melekam, structure mise sur pied par le gouvernement camerounais, ne connaît même pas la population exacte du Cameroun. Comment peut-on aller aux élections si on n'a même pas le nombre d'habitants d'un pays? Comment peut-on
dresser les listes électorales lorsqu'on sait que jusqu'à présent, même les actes de décès ne sont pas établis. Le premier recensement de la population du Cameroun a été fait en 1976. Le deuxième recensement a été fait en 1984 et le dernier en 2005. Le gouvernement camerounais a fait le tour de la planète pour mendier, quémander, soi-disant que c'était cet argent-là qui devait permettre de faire le recensement en 2015. Ils sont partis s'endetter. Mais depuis là, il n'y a plus jamais eu de recensement. Donc, imaginez, le dernier recensement du Cameroun, donc, où d'ailleurs, des gens comme moi, mes enfants, mon épouse, et même mon père, ma mère et tout ça, n'ont jamais été recensés. Ils se basent sur quoi? Le Cameroun est donc l'un des rares pays au monde où on se base sur les chiffres qui viennent de loin là-bas, auprès de la Banque mondiale. Et personne de la Banque mondiale ne vit au Cameroun. Et selon les chiffres de la Banque mondiale, eh bien, en 2022, le Cameroun avait 27 700 000 habitants. Maintenant, il semble que le Cameroun devrait être vers les 29 millions d'habitants, parce que personne ne le sait. Personne ne sait quoi que ce soit sur la population exacte du Cameroun, qui cependant, dit-on, l'âge médian, c'est 18 ans et 6 mois. Les statistiques ne nous sont pas offertes par notre gouvernement, mais par des institutions étrangères. Alors que le rôle d'un gouvernement, d'abord, c'est de maîtriser sa population pour évaluer les besoins. C'est comme une mère qui va au marché. Dans son panier, est-ce que j'ai 8 enfants? Le marché qu'elle va faire ne sera pas comme une autre mère qui n'a que 2 enfants ou une qui n'en a même pas. Si donc nos dirigeants ne connaissent même pas notre population et disent encore que la population du Cameroun, c'est de 20 millions d'habitants, voilà ce que Elekam dit. Or, ces chiffres de 20 millions datent de 2005. Ce qui veut dire que selon Elekam, aucun Camerounais n'est né depuis 2005. Aucun. Et du coup, nous sommes donc déjà dans la tricherie. Puisque les résultats sont faussés d'avance. Autre chose, des instruments simples permettent à l'État de pouvoir juger qui est en âge de voter. Et ces instruments, c'est par exemple la pièce d'identité. La pièce d'identité peut permettre au gouvernement de savoir que tel est déjà en âge de voter. Or, qu'est-ce qui se passe? La pièce d'identité est une denrée rare que les Camerounais, pour avoir, doivent marcher avec des récépissés. Comment fera-t-on pour voter donc avec parfois des récépissés qui sont renouvelés, qui sont perdus, qui peuvent être froissés ou on ne parvient même plus à lire? La jeunesse, et particulièrement les femmes aussi, sont devenues très actives dans la politique. Voilà un gouvernement et même l'opposition qui dit allez vous inscrire dans les listes électorales au Cameroun. C'est bien, mais problème, comment est-ce qu'on fait pour aller s'inscrire si on n'a pas de pièce d'identité? Je vais vous faire écouter le parcours de combattant d'une jeune dame qui a bien cru en ces choses qu'on nous raconte,
que la pièce d'identité peut s'obtenir à tel ou tel prix. Mais malheureusement, lorsqu'on y va, on se rend compte que c'est presque la peau des fesses. Cette jeune dame raconte ici les réalités de notre pays et les difficultés que chacun d'entre vous rencontre pour avoir une pièce d'identité ou parfois il faut donner le tchoko, le mal du Cameroun. C'est-à-dire qu'on refuse de vous donner une pièce d'identité que les services pourtant compétents sont capables de délivrer. Mais comme vous n'avez pas tchoko, ils vous bloquent. Écoutez ce petit témoignage très important. Je viens de faire mon passeport qui est sorti le même jour, même pas en 2 jours. Donc j'ai pris mon rendez-vous hier et j'ai fait mon passeport. J'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun service gratuit dans ce pays. C'est-à-dire que les services qui sont censés être gratuits sont devenus payants. Et à un moment donné, on a l'impression que si tu n'as pas corrompu quelqu'un, donné la bière de quelqu'un, tu ne peux plus rien faire. Je vous explique. Hier, mon rendez-vous pour l'enrôlement aujourd'hui. J'ai payé tout. Maintenant, il fallait légaliser ma carte d'identité et mon acte de naissance. On est allé au commissariat. Pour légaliser, on te demande 2000 pour qu'on te signe ça. On n'a même pas fait 3 minutes. Donc, tu dois payer 2000 pour qu'on te signe ça. Si tu vas attendre, tu peux attendre pratiquement 2 heures de temps à 3 heures de temps. J'ai trouvé une longue file d'attente là-bas qui attendait aussi qu'on légalise leurs papiers. Mais comme ils n'ont pas payé, on va leur dire peut-être que le commissaire n'est pas là et tout. Mais toi, tu viens avec ton 2000, on te paye. En fait, quelque chose qui est censé être gratuit. Pareil pour légaliser mon acte de naissance. Et ce qui est pire, c'est que parfois, on ne te demande même pas l'original. Dès que tu as ton argent, quand j'ai léganisé mon acte de naissance au service du gouvernement, on ne m'a pas demandé l'original. J'ai donné ma photocopie avec les timbres. On est parti, j'ai payé 1000 francs. Donc, j'ai payé 3000 au total pour qu'on légalise. De base, ça veut dire qu'ils sont payés pour ça. C'est leur poste. Ils sont censés nous légaliser nos choses gratuitement. Mais on va te faire attendre, on va te faire poireauter, juste parce qu'il faut que tu payes pour un service qui est censé être gratuit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'envergure du truc. Donc, j'ai payé et comme je voulais que mon passeport soit aujourd'hui parce que j'avais plus ce que j'ai à faire, je ne pouvais pas attendre mardi. Mon passeport est sorti, ça veut dire que j'ai pris rendez-vous aujourd'hui, mon passeport est sorti aujourd'hui. J'ai dû payer 20 000 pour que ça sorte. Ça veut dire qu'ils peuvent les sortir aussi vite, mais ils ne le font pas parce qu'il faut qu'on mange sur nous. Pareil pour ma carte d'identité. Ma carte d'identité, je l'ai fait depuis février. C'est même mon deuxième récépissé parce que j'avais d'abord fait un premier en 2020 qui a fait 3 ans. Ma carte n'est pas sortie. J'ai dû refaire un deuxième parce que le récépissé était déjà bizarre et on a dit qu'on peut pas refaire un autre récépissé. Donc, je suis partie dans notre commissariat, refaire un autre récépissé. Et là, depuis février, comme je voulais absolument la carte parce que j'étais fatiguée de ma chambre de récépissé, j'ai payé 100 000 francs pour qu'on sorte ma carte, qui est sortie après 3 jours. Donc, vous vous rendez compte qu'ils peuvent faire les choses. Ils peuvent faire les choses bien, ils peuvent faire les choses vite. Mais ils ne le font pas parce qu'il faut qu'on paye pour ça veut dire qu'on est censé, un citoyen camerounais est censé avoir sa CNI. Ok, tu vas payer tes frais, les petits frais qu'il faut payer là, ok. Mais vous vous rendez compte il y a des gens qui font les 5 ans, leurs cartes ne sont pas. Ça veut dire que maintenant, tout est devenu business. Tu veux ta carte, paye 70 000, 100 000. Tu veux ton passeport, paye 20 000 pour que ça sorte le lendemain. Ou à défaut de cela, tu attends 2-3 jours. 2-3 jours aussi, le délai est bon. C'est juste que moi, j'ai besoin de ça plus rapidement. Mais ce que je vous fais comprendre, c'est que le Cameroun peut faire les choses bien. Il peut faire les choses vite. Mais il faut toujours qu'on paye. Ça veut dire que j'ai l'impression que c'est même déjà une coutume. C'est déjà ancré dans nous que c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous savez, c'est quoi le pays? C'est que j'avais pas de mal à payer ça. Vous voyez, j'avais pas de mal à traverser les autres pour aller faire ce que j'ai à faire parce que pour moi, c'est déjà normal. Mais en fait, ça n'a pas à être normal. C'est ça le pire. C'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal. Donc, ça veut dire que passeport plus CNI, tu gagnes je sais pas moi, tes 250 000. Tu peux avoir ça en une semaine. En une semaine. Mais maintenant, un Camerounais
millionnaire, peut-être moyen, qui n'a pas peut-être tout cet argent-là, oh là là, sa vie sera très, très, très compliquée. Donc, franchement, dans ce sens-là, ça va mal. C'est-à-dire que, et souvent, les mamans, même là, on légalise là avant, même si elles légalisaient gratuitement, elles le font comme si c'est une faveur qu'elles vous rendent. Pardon. Donc, elles font comme si, en légalisant, parce qu'elles sont d'abord toujours nerveuses, et elles font comme si c'est une faveur qu'elles vous rendent dans le sens où, je sais pas, elles sont payées pour être là. Mais non, franchement, franchement, c'est terrible quand même ce qui se passe. C'est vraiment terrible, mais bon, c'est le Cameroun dans lequel on vit. Peut-être je ne devais pas parler de ça, mais il fallait que ça sorte, parce que je suis quand même dépassée. Sincèrement, ça n'a pas à être comme ça. Les gars, le pays. Ça n'a pas à être comme ça, mais malheureusement, on se contente à dire, à se réjouir, que le Cameroun, c'est le Cameroun, c'est le continent. Mais ce continent, qui malheureusement patine, va à reculons. Ce continent où justement, on se rend compte que ça reste un village fermé à clef, où on ne veut même pas la diaspora. La force d'Ousmane Sonko est aussi de faille. C'est d'abord la diaspora. Cette diaspora qui a eu à porter ce bilan. Ils n'ont pas eu besoin d'aller mendier. Parce qu'au Sénégal, on n'exclut pas les gens de la diaspora. Or, alors que l'élection présidentielle est en train de s'approcher, elle est quand même en train de se vanter que, oui, conformément à l'article 74 du Code électoral, eh bien, ils sont dans des délais puisque, eh bien, la révision des listes électorales commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Mais combien de personnes ont des possibilités pour s'inscrire lorsqu'on sait que dans les ambassades, même ici à Paris, mon cousin qui est ambassadeur, il demande aux gens que comme vous êtes d'abord des partis politiques, il faut d'abord qu'on négocie, que je vous vois, qu'on discute un peu. Est-ce que ça se négocie? C'est un droit, monsieur Ekouma. Vous n'avez pas à dire que vous attendez, que vous teniez des réunions. Non. Les gens viennent, ils s'inscrivent sur des listes électorales. Regardez le Sénégal. Ne serait-ce qu'en France, il y a combien de Sénégalais qui se sont inscrits dans des listes électorales alors qu'ils ont la double nationalité. La double nationalité, bien évidemment, quand vous l'avez au Sénégal, vous ne pouvez pas être candidat à l'élection présidentielle. Mais cependant, on se rend quand même compte que au niveau de l'ambassade du Sénégal à Paris et même partout en Europe, eh bien, le fichier électoral est connu de tous. Résultat, on a su par exemple qu'il y avait, rien que cette année, 200 000 Sénégalais qui se sont inscrits à Paris. Ce qui portait le nombre à 1 100 000 Sénégalais inscrits pour l'élection présidentielle. Et ils sont pesés. Ils ne pèsent pas seulement par le vote, mais ils pèsent également économiquement. Parce que tous ces pays, contrairement à nos pays, à notre Cameroun, où Paul Biya va mendier l'aide au développement, les Sénégalais de la diaspora, eh bien, on s'occupe d'eux. Ils sont au bon soin. Ils n'ont pas besoin de payer nos visas pour aller chez eux. On n'a jamais dit à un Sénégalais, on t'attend ici au pays, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir ce que tu vas voir. Alors qu'ils sont dans la majorité des opposants, défilent, vont faire des sittings à l'ambassade, poursuivre Macky Sall avec des œufs. Sont parfois même plus violents que la basse. Mais au Cameroun, dès que tu contestes, c'est que tu vas lire l'heure. On t'attend ici.
tu vas voir ce que tu vas voir. Mais en même temps, ce sont ces gens-là qui te demandent aussi de l'aide. Ils te demandent de l'argent. Lorsqu'on essaie de regarder, par exemple, le programme de Sonko et de Faye, eh bien, ils ont dit d'ailleurs qu'ils allaient créer cette banque publique d'investissement du Sénégal qu'ils vont étendre à travers la diaspora. Et si aujourd'hui, Faye est là-bas, ce n'est pas avec ses champs. Ils n'avaient pas d'argent, ni Sonko. Ils ont bénéficié de l'aide de la diaspora. Je veux vous proposer autre chose pour que vous compreniez ceux qui encore sont au pays et qui attendent les gens de la diaspora avec du poison, avec des machettes, avec par exemple les services secrets pour les arrêter et les jeter en prison, de voir donc et de comprendre comment est-ce que cette diaspora a eu à permettre à ce binôme d'arriver au pouvoir en les soutenant d'ailleurs financièrement. Bonjour à tous. Attendez. Nous attendions que... Attendez un instant, je vais vous mettre un élément de la diaspora. Je crois que je vais réussir à trouver ça. Où on parle j'espère que je vais retrouver cet élément. Vous savez, j'ai assez d'éléments, mais qui parfois, peuvent me faire défaut. Et comme j'ai dit, en attendant que je retrouve cet élément, qui d'ailleurs est très important, où la diaspora joue son rôle. Il faut savoir que certains en ont bénéficié, mais ont vendu du vent, n'ont même pas réussi à venir donner ne serait-ce qu'un compte rendu, un bilan de ce qu'ils ont reçu à la diaspora. Je parle ainsi de Cabral Libye. Cabral Libye est venu ici dans la diaspora, a fait le tour, a demandé de l'argent. On lui a accordé cela. Mais a-t-il rendu compte? Jamais. Aujourd'hui, le même Cabral Libye peut avoir des difficultés par rapport à un régime qui est en train de l'écraser. Comment va-t-il s'en sortir? Où va-t-il trouver de l'argent? Et puis, qui va donc finalement l'assister en ce moment difficile? Le programme était alléchant, à savoir 11 millions d'électeurs. Il aurait pu déjà présenter des excuses avec son mouvement, puisque ce mouvement, qui est né justement en 2018, à la veille de l'élection, on constate quand même que ceux qui se sont présentés aux urnes, ceux qui sont partis élire, il n'y avait même pas la moitié de ce qu'il avait dit, de ce qu'il avait promis. Et aujourd'hui, la situation est encore beaucoup plus difficile, puisque avec Atangandji et le parti où il était, qui l'a porté à la présidence pour qu'il puisse avoir ses 6% et être troisième à l'élection présidentielle de 2018, eh bien, aujourd'hui, c'est déjà tout simplement des graissements de dents, des pleurs du mollet. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce mariage où il était parti signer à l'Assemblée, où généralement il était avec Atangandji, où souvent il a été présenté comme l'opposant le plus républicain. Mais aujourd'hui, il se rend compte qu'il était dans une mare de requins.